C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, c'est pas un sacrifice. Moi, on me dit, t'as sacrifié ta jeunesse. Je dis, non, mais vous vous rendez pas compte, ma jeunesse, c'était une folie. C'est clair. J'ai fait que des trucs incroyables. Et ouais, c'est qu'à un moment donné, tu sais plus qui t'es. Ouais, t'as senti ce moment d'ascension et où tu te Ouais, perdais, ouais. quoi. Ah ouais, j'ai senti que tu vois, où tu perds les repères. Où tout d'un coup, tu te dis, mais en fait, je suis en train de devenir qui là? J'ai l'impression d'être un imposteur, ne serait-ce que sur le terrain. Pour cet épisode 4 d'Au-delà du jeu, j'ai l'honneur d'accueillir Joe Wilfried Tsonga. Salut Joe, Salut, tu vas bien? ça va super bien et toi? Ça va, très bien. On est ici à Lyon, dans ton académie, et tu m'as accueilli, tu m'as ouvert la porte, et je t'en remercie. J'ai envie, dans cette interview, de commencer par notre rencontre. Est-ce que tu t'en souviens? Alors oui, je m'en souviens. C'était à Rio, il me semble, aux Jeux Olympiques. On était en bas du bâtiment et puis je te vois arriver. Je me dis, c'est qui elle? Exactement. Et tu me dis, salut, j'habite pas très loin de chez toi, je suis de Ciel-Guillaume. Et voilà, et là, tout de suite, forcément, petit atome crochu, parce que Ciel-Guillaume, c'est le village qui est à côté de celui où je suis né. Donc voilà, trop cool, on est des Sartois et fiers de l'être. Et c'était ça. La mort, c'était folle, vraiment. Mais la vérité, c'est que c'est ça. Moi, je suis arrivée au jeu dans un état d'euphorie qui est un peu difficile à décrire parce que j'étais en train de vivre un rêve et en plus, je me rendais compte de ce que je vivais. Et comme tu le sais, il y a l'aventure sportive, mais il y a l'aventure humaine aussi à l'intérieur de ça. Et toutes les filles parlaient de ah, putain, les joueurs de la NBA, et Bolt, et trucs, et machin. Et moi, je voulais te rencontrer toi parce qu'on venait de villages voisins. C'était ça le truc, tu vois. Bah, bien J'étais sûr. tellement. Enfin, oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, j'étais là-dedans. Mais honnêtement, dans la même situation, je suis pareil. C'est-à-dire que j'ai pas forcément toujours eu des. Enfin, ça a jamais été facile entre guillemets de s'identifier à d'autres personnes. Mais c'est vrai que les personnes qui viennent de chez toi, c'est toujours un peu différent. On a quand même une connexion puisque en général, on parle le même langage, quoi. C'était ça. Et en fait, moi, sur le moment, c'est ça. Je te dis ouais, mon village. Puis après, on discute et tout, tranquille. Et ce que je te dis pas, c'est qu'évidemment, moi, t'as été un modèle pour moi parce qu'en Sarthe, des gens qui avaient percé dans le sport de haut niveau, il n'y en avait pas 50. Et de voir quelqu'un qui était venu, pareil, d'un petit endroit et qui avait été en capacité de gravir les échelons, pour moi, forcément, j'étais là, vas-y, donne-moi des infos. Même si, évidemment, c'est pas le même sport, le même milieu, tu Bien vois. sûr. Mais... Donc, Bien sûr. donc, trop cool. Donc, Mais bon, dédicace. c'est déjà bien l'inspiration de savoir que c'est possible. Ça a toujours été... moi, ça a toujours été, entre guillemets, ce qui m'a défini, c'est que j'ai cru en quelque chose qui finalement, dans mon département, presque dans ma région, c'était jamais arrivé, en fait, d'avoir une icône du tennis. Il y avait à l'époque Julie Allard au tennis qui était de Loire-Atlantique, qui était de Nantes. Alors, c'est pas tout à fait Le Mans, mais c'est pas très loin. Et effectivement, c'est important, en fait, d'avoir ces personnes un peu qui nous font penser que tout est possible, en fait. Ouais, c'était ça, complètement. Du coup, petite dédicace à Ciel Guillaume et à Savigny-l'Évêque. C'est ça. on est obligés. On vous embrasse. Et c'est vrai que dans nos échanges, ça a été là. Puis ensuite, on s'est recroisés sur la team Adidas, un peu par hasard. Et ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai découvert une personne qui se nourrissait de ses paradoxes. T'étais intéressant, en fait, parce que tu te livrais. Il y avait quelque chose de très simple dans ce que tu avais envie de donner. Et voilà, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que j'avais le sentiment que tu avais ton propre chemin, puisque voilà, en termes de modèle, il n'y avait pas grand-chose où tu pouvais t'identifier, et tu étais guidé par des valeurs. Pour moi, ça a été, quand tu me parlais, c'était de s'entourer, de prendre du plaisir, de créer, de travailler dur pour mériter. T'as pris des notes, quoi. Bah oui, je suis obligée. Non, mais parce que ça, c'était, tu vois, ça m'a... Non, mais quand je dis t'as pris des notes, t'es certaine que j'ai toutes ces valeurs que je t'ai... Ça te parle? Bah forcément. Non, grave. Non, je suis même choqué, genre je me dis ah ouais, tu vois, tout ça, ça me colle un peu à la peau, tout ça. Par où commencer, en fait? Parce que en vrai, tout ça, c'est
Voilà, ça représente un peu tout ce que moi, tout ce qui m'a guidé en fait. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, j'ai eu du mal à m'identifier jeune, puisque j'étais issu d'un couple mixte, d'un père qui venait d'un autre pays, avec une culture un peu différente. J'étais dans un village, donc dans un milieu assez rural, où finalement j'étais le seul un peu basané, on va dire, de mon école. Et puis c'est vrai que c'était pas évident en fait de m'identifier aux autres, de m'identifier dans un groupe, voilà, de savoir où était réellement ma place. Et en fait, ça a été un peu le paradoxe de ma vie, c'est que j'ai jamais su où était ma place, mais j'ai toujours essayé de m'en faire une. La question de l'identité, pour toi, ça a été quelque chose de très présent très tôt. Ouais, hyper tôt. Hyper tôt, du fait de ce que je viens de dire, le fait que, effectivement, j'avais cette différence, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une différence sportive, même à l'école, qui était assez flagrante, puisque dans tout ce que je faisais, entre guillemets, j'avais souvent mes camarades, mais Joe, si on fait du badminton, c'est le plus fort. Mais si on joue au basket, c'est le plus fort. Si on joue au foot, c'est le plus fort. Mais il y avait un seum de la part des autres? Non, bizarrement, moi je me complaisais vachement dans le fait d'être bon en sport, parce qu'en fait les gens trouvaient ça cool en fait. Ils trouvaient ça cool. Joe, il a marqué tant de buts à la finale au foot et tout. C'est incroyable, et moi j'avais l'impression de construire en fait mon identité à travers ce truc-là. Et puis un peu plus tard, c'était quand j'arrivais en fin de deuxième cycle, enfin au primaire, c'était Joe, il fait partie des meilleurs du département et de la région en tennis. Presque on m'encourageait, on me félicitait. Quand ils avaient vu un petit article, genre dans l'Ouest France ou le Maine Livre, tu vois, chez nous. Voilà, j'avais mes profs qui découpaient des articles pour me les donner. Je leur disais, j'ai déjà mon grand-père qui fait ça. Ça, c'est sûr. Ça me fera un double exemplaire, c'est cool. Et puis voilà, franchement, j'avais même mes profs d'école et mon école aussi, qui ont été hyper bienveillants, puisque mon école avait accepté en fait que je sorte de l'école à 3h pour pouvoir aller m'entraîner en fin de journée. Là, j'avoue que mes camarades de classe avaient le seum. Ouais. Parce que ils étaient obligés de rester jusqu'à 4h30, 5h. Et c'est vrai que voilà, j'avais vraiment un élan quand même autour de moi. Et mon identité, je suis allé la chercher là-dedans, quoi. Ouais. On peut dire que l'environnement à ce moment-là a été aidant. Et ensuite, j'imagine que les étapes sont encore vraiment nombreuses pour arriver à l'endroit où tu te... Bien sûr, évidemment, même si les gens me poussaient, ils étaient toujours finalement étonnés finalement du résultat que je pouvais avoir. Mais je sais qu'au fond d'eux, ils se disaient, il sera champion départemental et puis c'est tout. Et puis à chaque fois, je rajoutais une petite couche à ça, et c'était assez fou. Mais ça, je pense qu'on a ce truc-là en commun, c'est qu'on a grandi dans un environnement où le sport de haut niveau n'existait pas. Vraiment, tu vois, environnement familial et d'amis, fait que dès qu'on faisait un truc, c'était déjà l'exploit. Oui, tout à fait. Donc derrière, on n'attendait pas plus de nous. Ou tu vois, ça, on m'a beaucoup demandé en interview, est-ce que tu as rêvé d'être championne olympique? Mais non, mais en fait, la question se posait pas. Vraiment, je rêvais d'être championne départementale. Puis, j'ai commencé à rêver d'être championne de... Mais à chaque fois, c'était par étapes, quoi. Ouais, carrément, ça a toujours été des étapes. Mais en même temps, je crois que ce qui nous lie tous, je pense, les sportifs, c'est qu'à un moment donné, on a tous rêvé de personnes qui réussissaient dans notre sport, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est tous dit, moi j'étais petit, et je voyais Agassi, je disais, waouh, j'aimerais tellement être comme lui. Mais en vrai, c'est pas que je me disais, je vais le faire, ça y est, j'ai dans ma tête que je vais devenir André Agassi, et c'est sûr, je vais le faire, et tout ça. C'était pas du tout ça. C'était en gros, je suis admiratif de ces personnes-là, mais dans ma tête, je me disais pas que je pouvais y arriver. Ouais, c'est ça. Mais j'étais admiratif. Est-ce que t'as fait wow quand ensuite t'as croisé le gars dans un couloir? Bien sûr. Après, c'est l'enfant qui est en toi, entre guillemets, qui se réveille. Et ce qui est fou, c'est que des fois, je suis allé voir des gars, je leur ai dit non, mais mec, je suis trop content de te voir, ça me fait trop plaisir et tout. Et puis, ils me disaient mais non, mais attends, c'est moi qui suis content. Tu vois, parce que j'avais... par exemple, il y a des joueurs, parce que moi j'étais assez admiratif des personnalités. Finalement, c'était pas trop le niveau de la personne, c'était plus la personnalité, vraiment, ça me touchait.
Et en fait, il y a plein de fois, j'avais dépassé en termes de sportivement le gars que j'admirais, mais moi je Ouais. restais fan, tu vois ce que je veux dire du gars. Et donc non, ça m'est arrivé plein de fois dans ma carrière d'être un peu comme un gosse finalement. Ouais, mais ça, c'est marrant parce que. Bah, on y reviendra. Mais du coup, il y a un truc qui est assez fou aussi, c'est que toi, t'as évolué avec des amis aussi dans le circuit. Et Oui. ça, c'est-à-dire que de junior, je sais pas si tu les as rencontrés en junior, je pense à Richard, à Gaël et tout, et vous vous êtes suivis et vous avez évolué avec chacun des trajectoires différentes, mais malgré tout, vous étiez sur le circuit en train de performer, enfin, ça doit être dingue. Ouais, c'est assez fou, c'est assez fou. Moi, j'aime pas trop raconter l'histoire en vrai parce que les belles histoires un peu à l'eau de rose et tout, souvent ça ennuie les gens, c'est pas cool, tu vois, on veut un peu de piquant, on veut quelque chose qui, Ah, on tu n'est vois, pas trop là pour ça. qui Moi, détonne, je tu suis vois. tout pour l'amour, moi. Mais en réalité, c'est vrai que cette histoire-là, elle est assez ouf, puisqu'on se connaît depuis qu'on est poussin, benjamin, pour certains. C'est-à-dire que depuis qu'on a 11-12 ans, on se côtoie, on fait les mêmes tournois. Ensuite, à l'âge de 13-14 ans, on est rentré dans les mêmes internats. Moi, j'étais dans un Crêpes à Poitiers, au milieu d'une forêt, avec Gilles Simon et d'autres joueurs aussi qui ont bien performé. Un peu moins connus, mais qui ont bien performé aussi. J'étais avec Gaël, mon fils, à l'INSEP, à l'âge de 15-16 ans. Je joue en équipe de France avec Richard depuis qu'on a l'âge de 13-14 ans. Aussi Richard Gasquet. Et donc c'est vrai qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit. On a des anecdotes de vie en dehors du tennis. Et certainement plus en dehors du tennis d'ailleurs que sur le terrain. Moi j'ai une anecdote avec Gilles Simon où on a grandi ensemble, on a fait le Crêpes de Poitiers ensemble, après on était à l'INSEP ensemble, et on se retrouve tout en haut du Philippe Chatrier, du central de Roland-Garros, puisque on est en internat. Après l'INSEP, pour nous, c'est le centre d'entraînement à Roland-Garros. On est en internat tous les deux, et on se retrouve le soir, et on se dit, tiens, et si on allait tout en haut du Philippe Chatrier? On va tout en haut, on a 17-18 ans, et on aimait bien se faire des parlottes avec Gilles. Et on est en haut du Philippe Chatrier, on discutait tout. Et on était là à se dire, tu te rends compte un jour, là, t'es en bas, t'es en train de fighter au 5e pour un tournoi, pour un match qui compte et tout. Ça serait une folie. Et puis en fait, je sais pas, 4-5 ans après, on y est quoi. On y est tous les deux, on est en train de jouer contre les meilleurs joueurs du monde en bas à se battre devant 15 000 personnes. Et ça, c'est fou, ça reste quand même des souvenirs incroyables. Ouais, et là, t'es partagé entre l'émotion et la blague, quoi. Parce que t'es là, putain, est-ce que ça se passe vraiment? Ouais, Et vas-y, ça se passe vraiment bien, je mais kiffe. il n'y a que lui qui sait que Ouais, je c'est sais, ça. qui sait qu'on sait, tu vois. C'est que nous, on sait d'où on vient. On sait que avant d'être là où on est, là où les gens nous voient, où ils ont l'impression qu'on a toujours été, puisqu'ils nous voient que là, nous, on sait qu'en dessous de ça, en dessous, il y a l'iceberg, enfin, il y a l'autre partie immergée de l'iceberg, tu vois, qui est énorme en fait. Et qui est plein d'anecdotes, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de trucs hyper frais, quoi. Ouais, qui est bien plus importante que ce qu'on voit Tout sur à le cours fait. après. Ouais. Et du coup, je t'en parlais un petit peu juste avant, mais est-ce que en arrêtant ta carrière, est-ce que tu as pris conscience du chemin et des accomplissements? Franchement, j'ai toujours été un peu je me retourne pas. Je regarde pas ce qu'il y a derrière moi. J'ai eu effectivement, depuis que j'ai arrêté, je pense que je suis un peu plus conscient de ce que j'ai fait ou ce que j'ai réalisé. Puisque déjà, premièrement, parce que je me rends compte que je serais incapable de le refaire aujourd'hui. Exactement. déjà, il y a ton corps, il t'envoie un message de fou. Et puis non, je me rends compte effectivement à travers, parce que je suis un peu plus attentif aux yeux des jeunes, tu vois, quand ils nous voient, je suis un peu plus attentif aux gens quand ils me parlent, parce que je suis un peu moins dans ma bulle, entre guillemets, donc j'ai pu prendre aussi un peu de hauteur. Voilà, donc je me rends compte que finalement ce que j'ai fait, déjà c'est pas tout le monde qui le fait. Et que finalement j'aurais laissé une belle empreinte quand même sur le tennis et le tennis français surtout en particulier où j'ai fait partie des plus grands joueurs finalement du siècle dernier et de ce siècle donc pour l'instant
en espérant qu'il y en ait d'autres Ouais. qui me passent devant et qu'on n'en parle plus. Ouais, mais t'as raison, cette prise de recul, elle est nécessaire et c'est des fois ce dont on manque dans le sport de haut niveau parce que les calendriers sont tellement denses que même quand tu te retrouves à performer, des fois t'as même pas le temps de savourer. Ouais, bien sûr, t'as pas le temps de savourer. Est-ce que vraiment, est-ce que savourer, c'est s'arrêter à un instant T et se dire, voilà, je suis là, je dois savourer maintenant? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut savourer tout au long en fait de l'aventure. Et en fait, moi, ma façon de savourer, c'était pas de justement pas fixer les moments, c'est pas me retourner. Je kiffe chaque moment qui arrive. Boum, là j'ai entraînement demain, ça, je suis motivé, j'ai envie d'aller, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. On en parle avec le coach, on met ça en place. Tu vois, j'avais ce côté un peu, non, non, mais ce qui est derrière, c'est derrière. Moi, c'est devant que ça se passe pour moi. Le plaisir que j'ai eu avant, il est passé. Maintenant, c'est le prochain. Je vais aller choper du kiff sur ce qu'il y a devant moi et j'ai pas envie de m'arrêter en fait. C'était ça le goal, c'était de choper du kiff. Franchement, ouais. Franchement, je crois que ça aura fait partie des choses qui ont fait que j'ai duré quand même. J'ai duré puisque je suis resté quand même un bon moment et qui ont fait que j'ai eu des bons résultats parce que parce qu'en fait j'aimais ce que je faisais. J'aimais être avec mon équipe. Finalement, j'aimais ma vie de joueur de tennis. Alors, effectivement, en tant que joueur de tennis, il y a plein de trucs qui sont chiants, mais dans tous les boulots en fait. Peu importe l'activité que tu fais, je m'en rends encore plus compte aujourd'hui. Si tu veux faire des choses que t'aimes, tu vas devoir dealer avec des trucs que t'aimes pas du tout. Et c'est comme ça fait partie du chemin. Et voilà, et donc en fait, avec le recul, tous les moments qui ont été durs, aujourd'hui, c'est des moments que je regrette. C'est des moments où je me dis, ah, c'était bien quand même ces moments-là et tout. On était en galère et tout, puis finalement, voilà, à coup de sueur, tu vois, on a renversé le truc, puis après c'était cool, et enfin voilà. Et tout ça, forcément, c'est ce qui manque un peu. Ces petites montagnes russes où t'es content, t'es pas content, t'es triste, t'es heureux, tu kiffes avec tes potes, le lendemain t'es tout seul, enfin bon, bref, voilà quoi. C'est ça le ressenti d'après-carrière, c'est ça qui te manque? Ouais, je crois que c'est ça qui manque en fait, c'est ce relief en fait. Le sportif, tu vois, il est rempli de relief tout le temps. Tu t'ennuies jamais en fait. Tu t'ennuies jamais parce que tu passes d'une émotion à une autre en 10 secondes. Ouais. Puis des émotions ultra fortes. En 10 secondes. Genre, tu te dis, ah, j'ai fait un entraînement de dingue et tout. Je suis en train de faire un entraînement de dingue, c'est incroyable. Bam, tu marches sur une balle, tu te fais une entorse. Ça y est, ça y est. Toujours plus. T'es à l'infirmerie, t'es avec le doc en train de dire que peut-être tu vas plus jamais rejouer. Enfin, Non, mais c'est vrai. j'exagère, Non, mais mais c'est c'est un vrai. truc de fou en fait. Ouais, et du coup, parce que là, tu parles de ça, mais c'est un exemple, mais toi, tu as un rapport aussi à la blessure Ouais. qui a été présente dans ta carrière, à la douleur même. Parce que c'est ça, moi, c'est pareil, j'ai eu des douleurs chroniques. Donc, le rapport à la douleur chez le sportif, des fois, il est. Les rillettes. il est- On a abusé. Ce serait ça, tu penses? L'explication? Peut-être. Honnêtement, franchement, ouais. Voilà, c'est dit. Non, honnêtement, ouais, l'alimentation, c'est une grosse part dans le truc. Ah, mais En t'as vrai. l'impression, toi, avec le Ah recul, ouais. que l'alimentation Avec le t'a coûté recul, cher? Ouais, ça m'a coûté très très cher. Ah, Aujourd'hui, parce que aujourd'hui, je m'occupe, à travers mon groupe, on s'occupe de pas mal de jeunes et tout. Moi, le conseil que j'ai à donner à tous les sportifs, c'est d'avant d'être un sportif, d'avoir une vie plus que saine. Parce qu'en fait, je pense que c'est la clé en vrai de tout. Tu peux faire tous les massages que tu veux, tout ça, pour la récup. Si tu t'alimentes mal, t'es mort. T'es mort. Et moi, j'ai payé à mes dépens. Mais moi, je suis un petit gars, je viens de la Sarre, je mangeais des frosties. J'ai été nourri au sucre, tu vois. pareil. Mais en vrai, je pense que ça compte vraiment. Bah, c'est important de le dire et c'est marrant parce que c'est des vraies expériences. Moi, c'était aussi le sommeil, tu vois, parce que franchement, c'est ça. Des fois, tu galères. Toi, t'avais un problème de décalage horaire aussi. Nous, on avait Jet problème lag. de décalage Ouais. horaire. Alors moi, ma chance, c'est que pour le coup, le sommeil, je sais pas si j'étais narcoleptique ou je sais pas quoi. Je tombais dans un transport, boum, je dormais. Je me mettais dans mon lit, et franchement, je mettais 10 secondes à m'endormir, c'était terrible. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pareil, tu vois. Genre, Ah ouais, mais c'est bien ça. Non, bah, faut pas que tu dormes en réunion, quoi. c'est un peu le problème, Ouais. tu vois. Il faut pas qu'il y ait trop de temps mort, sinon ils me perdent. Ok. Mais c'est vrai que t'es un peu sur tous les fronts. Là, aujourd'hui, c'est vrai que t'es parti dans une reconversion
à 100 à l'heure aussi, parce que tu as décidé d'être entrepreneur. Donc, c'est un peu comme le sport. Pour moi, je compare ça dans le sens où ça s'arrête jamais. Tu vois, le sport, c'est pas que l'entraînement, ni le kiné, c'est aussi le sommeil, l'alimentation, et c'est du H24. Ouais. Et l'entrepreneuriat, en fait, une fois que c'est dans ta tête, il y a toujours un truc à améliorer. Moi, ça m'arrivait de me réveiller la nuit avec une idée ça te prend, quoi. C'est exactement ça. C'est le truc où tu te réveilles la nuit et tu dis, il faut que je note. Sinon, je vais oublier. Ouais. Et effectivement, l'entrepreneuriat, ça a certainement été mon pansement pour que ce que moi j'appelle la petite dépression du sportif, quand t'arrêtes, elle soit, enfin la petite ou la grosse, hein, ça dépend des personnes d'ailleurs, pour moi qu'elle soit plus douce en fait. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça m'a permis de me remettre aussi des challenges et d'être capable de me lever le matin en me disant j'ai quelque chose à faire, j'ai un objectif, faut que je me batte, voilà. Sur les mêmes leitmotivs un petit peu, quoi. Ouais, franchement, ouais, mais sans vraiment m'en rendre compte. Je l'ai pas fait pour ça, mais en vrai, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me tenait envie ce truc, en tout cas dans les premiers mois où j'ai arrêté, parce que quand t'arrêtes, le vide, il est trop grand. Tu passes d'avoir une vie où t'as tout consacré à une vie où t'as tout consacré à ton sport, à une vie où il y a un vide en fait. Il y a un vide parce que tu dois te reconstruire, enfin moi j'aime bien dire, tu dois te réinventer. T'avais inventé un personnage, quelqu'un qui faisait une certaine chose, et là tout d'un coup, boum, tu dois te réinventer. T'es pas l'Hélière là qui est là, qui décale, tu vois, qui marque des buts et tout. Ça y est, tu deviens une personne qui doit faire son trou dans autre chose et avoir des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce que t'avais avant, quoi. Ouais, puis ton identité, on te l'a mise aussi sur les épaules très tôt, comme tu le disais, vraiment dans l'adolescence en fait. C'est vite Joe le tennisman, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Depuis que je suis tout petit, on me parle que de tennis. Il y a des gens aujourd'hui, avant de me dire bonjour, ils me disent c'est bien Roland Garros. Dis-moi bonjour déjà, s'il te plaît. J'existe, je suis un humain. Tu vois. Mais c'est vrai qu'on est vraiment... Les gens ont du mal à penser par exemple aujourd'hui que je suis un entrepreneur. Toi, t'arrives à te voir comme un entrepreneur ? Non, moi-même déjà j'ai du mal. Ouais. Mais en vrai, je comprends du coup que mais les gens aujourd'hui me voient comme un joueur de tennis ou comme un ex-joueur de tennis, mais ils me voient pas comme un entrepreneur et c'est assez marrant parce que des fois, moi je me rends compte que la crédibilité que j'avais en tant que joueur de tennis, elle est niveau 0 sur tout le reste. Donc faut recréer ce truc-là, c'est pour ça que je disais faut se réinventer en fait. Cette âme d'entrepreneur que t'as, est-ce qu'elle est venue tôt ? Puisque finalement, tu me l'avais expliqué un petit peu à Rio, mais vous, en tant que tennisman, vous êtes obligé de créer une petite entreprise. Tu es ta propre entreprise, tu dois gagner de l'argent pour investir sur toi. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. En tant que joueur de tennis, la grande différence avec les autres sports, c'est que les autres sports, souvent, ils sont salariés d'un club. En fait, les sportifs, en règle générale, sont salariés, en fait. Sauf certains, ou alors ils vont bosser, ils sont salariés de l'armée, ils vont être salariés par je sais pas, une entreprise qui va les aider pour aller faire les JO, peu importe. Nous les joueurs de tennis, c'est un peu différent en fait, c'est-à-dire que on doit aller chercher nos sponsors et entre guillemets on n'a pas vraiment de boss, quoi. C'est-à-dire que se lever le matin, il n'y a personne qui vient me lever le matin. C'est qu'à ma bonne volonté que je me lève le matin et que je me dis je vais aller m'entraîner dur et je vais aller me faire du mal. Même le coach, souvent les gens font l'amalgame en pensant qu'au tennis, le coach il va venir et qu'il va dire au joueur tu fais ça et le joueur il fait ça. Non, le joueur il fait ça s'il en a envie parce que c'est lui qui paye le coach. Ouais, c'est ça, parce que c'est toi même qui as choisi ton staff. C'est toi qui choisis ton staff, c'est toi qui le paye. C'est un peu chaud de dealer avec tout ça, parce que t'as vite fait de te dire ah non mais ce matin je me réveille pas à 7h30, je vais me réveiller à 8h30 puis je vais aller m'entraîner à 10h au lieu d'aller t'entraîner à 8h30 ou 9h, et puis quand le coach il te dit quelque chose tu dis en fait ça me saoule ce qu'il me dit, je le fais pas. T'as vite fait en fait de réagir comme ça en fait. Donc c'est pas évident, il y a une ambivalence aussi dans ce truc de payer les gens qui vont te dire quoi faire. C'est très bizarre. Ah ouais. Et ça,
ouais, t'y trouvais ton compte, t'arrivais à te lever le matin et Bah justement, ouais, je pense que si j'ai fait partie des meilleurs joueurs du monde à un moment donné, c'est que justement j'avais ça. J'avais ça, je m'entraînais dur. Et en fait, ça pour l'entrepreneuriat, ça m'a aidé de fou. De me dire qu'en fait, il faut avoir cette humilité de partir de zéro tout le temps, de se remettre en question tout le temps, de se dire, bon bah ça je connais pas, il faut que j'apprenne, d'aller se nourrir de ce que les autres font de mieux. Par exemple, moi, quand j'étais joueur, quand j'étais plus jeune, bah, j'allais voir les entraînements des plus forts. Et je regardais et je me focalisais des fois sur des choses assez simples. Il y en a, c'était la technique, la gestuelle du haut du corps. Il y en a d'autres, c'était le bas du corps, comment il fait, où est-ce qu'il place les appuis, pourquoi il fait ça. Essayer de comprendre, tu vois. Après, c'était d'aller voir un peu des matchs pour comprendre lui, pourquoi il joue comme ça, pourquoi il fait ça. Mais ça, c'est toi. C'était de Mais ça, ton c'était, initiative, ça, quoi. c'était de mon initiative et de temps en temps, des gens qui étaient autour de moi aussi, qui me disaient, ouais, Joe, pour être un meilleur joueur de tennis, faut que tu fasses ça. Ah, mais il y avait rien de cadré, quoi. C'était pas ouais, voilà, c'est ça, c'est toi qui as dû prendre et faire par toi-même. Exactement, c'est à toi de faire et c'est à toi d'accepter aussi tout le temps quand on te donne un conseil, même si c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la légitimité, de le traiter ce conseil, tu vois, et de dire est-ce que ce qu'il me dit c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Alors que quand tu es salarié, on va dire, si le gars il te dit faut faire ça, a priori, faut faire ça, sinon tu benches, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Si t'en fais qu'à ta tête et que ça marche pas, tu benches. ouais. Moi, si j'en faisais qu'à ma tête et ça marchait pas, c'était que pour C'était ma toi com. qui payais. Ouais. Tu vois, il y avait pas de, tu vois. Ah ouais, c'est très différent. Mais je parlais avec un nageur sur l'épisode précédent, un ancien nageur, et c'est pareil. Ça, il disait, oui, c'est ça, si je vais pas dans la piscine, si je décide d'être un peu tir au flanc aujourd'hui, il y a que moi qui paye. Donc après, oui, tu peux te dire, oui, l'équipe de France, mais l'équipe de France, ça va continuer à tourner parce qu'il y a du monde derrière. Donc c'est pas sur tes épaules, quoi. C'est ça. Et autre chose, c'est que ça fait aussi le sens inverse. C'est-à-dire que quand tu amènes toute une équipe avec toi, qui t'a fait confiance, tu leur dis, écoutez, moi j'ai besoin de vous, 35, 40 semaines dans l'année, il faut que vous soyez à côté de moi. Le gars, il va quitter, on va dire, si tu prends un kiné, un ostéo, il va quitter son cabinet. Il va quitter sa famille, peut-être ses enfants, pour venir avec toi 35 semaines dans l'année, 40 semaines dans l'année, où il va voyager. C'est-à-dire que ses enfants, c'est pas qu'il rentre le soir à 17, 18 ou 19 heures. C'est qu'il n'est pas là. Il part pendant une tournée de 5 semaines, le gars il n'est pas là, 5 semaines. Et donc, dans le même truc, quand tu joues mal, c'est non seulement c'est toi qui payes, mais en plus, tu es responsable, entre guillemets, de tout le monde autour de toi, et tu les mets dans... tu connais, c'est les sports d'équipe, mais tu les mets aussi eux-mêmes, tu les mets un peu dans le côté dur, tu vois. Ouais, il y a cette responsabilité, mais c'est vrai que dans le Dans le collectif... staff handball, je suis sûr que tous tes coachs ou trucs, ils rentraient chez eux le soir. Oui, oui, c'est ça, où tu te déplaces max 3 jours ou max les compétitions 3 jours, internationales, allez, 1 mois, une tu vois. semaine, 1 mois, une fois tous les 3 ans ou 2 ans. Et puis c'est des gars, s'ils sont dans l'équipe nationale, en général, ils font pas ça toute l'année, donc voilà, ça va. Non, là, c'est toute l'année. H24, t'es avec eux en Australie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Chine, tu vois, et les mecs, ils font des Skype avec leur famille, avec leurs gamins qui pleurent, papa, quand est-ce que tu rentres? Non, Joe, il joue. Il faut rester encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ah ouais, c'est fou. Tu vois? Ouais, les gens sont dépendants de toi Ouais. et de ton rythme. Et tu disais 40 semaines dans l'année. Ouais, c'est une folie. En fait, dit comme ça, en fait, ça paraît 40 semaines. Le gars, il le dit tranquillement, mais en fait, 40 semaines, c'est une folie. Ouais. C'est une folie. C'est-à-dire qu'en plus, quand on rentrait, quand je dis 40 semaines, c'est parce que les autres semaines, c'était pas genre j'étais 10 semaines chez moi. Ouais, c'est ça. Non, c'était 2-3 jours par-ci par-là, entrecoupés, qui faisaient que ça faisait 10 semaines. J'avais 2 semaines de vacances dans l'année, clairement. Je prenais 1 semaine l'été où je faisais pas entre guillemets, pas de sport, pas de tennis, pendant 1 semaine l'été, et 1 semaine ou 2 en fin d'année, si je jouais pas bien, 2, si je jouais bien, 1 semaine en fin d'année, quoi. Et ça, de quel âge à quel âge? Et ça, de 2004 à 2022, donc pendant 18 ans, quoi. Enfin. Et ça, derrière, c'est tes sacrifices à toi, tes choix. Le concept du sacrifice, c'est vraiment que tu n'as aucune certitude sur ce que ça va t'apporter. Mais au-delà de ça, c'est les sacrifices aussi des gens autour de toi. Ouais, alors moi,
il y a deux termes à ça. Je dirais que pour moi, tu vois, et on apprend tous les jours, mais j'entendais Tony Estanguet parler de ça, où il disait, en fait, c'était pas un sacrifice. Ouais, voilà, la définition du mot sacrifice après. Ouais, et en fait, j'ai trouvé ça tellement juste. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, c'est pas un sacrifice. Moi, on me dit, t'as sacrifié ta jeunesse. Je dis, non, mais vous vous rendez pas compte, ma jeunesse, c'était une folie. C'est clair. J'ai fait que des trucs incroyables. Voilà, à 18 ans, à 14 ans, je voyageais à travers le monde. Je découvrais des cultures. On faisait des tournois. Il y en a qui me disent, ouais, mais t'avais pas les copains, les copines. Vous êtes des fous. On faisait des tournois mixtes. On Ouais, avait c'est des la copains, des copines. On s'éclatait. En plus, c'est un cirque. Donc, on se retrouvait tous dans des endroits différents, mais on se retrouvait finalement à chaque fois pratiquement les mêmes. Et donc, moi, de mon côté, c'est vrai que c'était pas un sacrifice. Par contre, je sais que ma famille, ma mère, c'était un sacrifice. Clairement. Tu vois, ma mère m'a vu partir à 13 ans. Bah, on lui a arraché sa vie, tu vois. Même si on était trois dans la famille, à chaque fois qu'il y a un de nous qui partait, on lui a arraché sa vie, tu vois. Et finalement, quand ton enfant il part tôt comme ça, bah, au final, il revient jamais. Un enfant qui part à 13 ans, il acquiert tellement d'autonomie, c'est fini, il revient jamais. C'est terminé, il est parti, ça y est, il a mis ses ailes, il s'est envolé, quoi. 13 ans, c'est très tôt. C'est-à-dire que toi, du coup, à 18 ou à 19, tu étais déjà en capacité de faire des choix de vie forts, puisque à 13, Ouais. tu en avais déjà fait un. Mais là, ouais, tu étais ultra mature. Bien sûr, j'en ai fait à 13. Après, j'étais à Poitiers. Après, j'ai décidé d'aller en internat à Paris. Choix fort. Tu vois, je passe de Poitiers, qui est une province. Paris, tu vois, genre, c'est C'est clair. la Ça nous grosse faisait peur, ville, nous, le en gros venant de la truc. campagne. L'INSEP avec les meilleurs sportifs de tous les temps dans le truc. Enfin, tu vois, déjà rien que ça. Après, d'aller avec les pros à Roland-Garros. Mais ouais, des choix de vie, j'en ai fait. En fait, dès notre plus jeune âge, on fait des choix de vie. Et c'est ça qui me fait dire que tu mets tes ailes et tu t'en vas, en fait, quand tu pars à 13 ans. Pourquoi ? Parce que tu t'acquiers une autonomie, t'apprends à te gérer tout seul, en fait. Donc après, tu rentres plus chez tes parents, mettre les pieds sous la table pour que maman elle te fasse un couscous. Hein, c'est fini. Hein. Et du coup, tu as fait un choix aussi là-dedans, que tous les sportifs ne font pas ou font différemment. C'est que tu as décidé de faire une séparation entre ta famille et ton travail. Enfin, une séparation. Bah, en fait, je l'ai pas choisi ou décidé, ça s'est fait automatiquement, entre guillemets, parce qu'ils étaient trop loin, parce que mes parents travaillaient. Ouais, c'est ça. Parce que moi, dans le hand, c'est vrai que d'abord, tu vois, t'es en région, après, t'es en France, c'est les week-ends, tu peux te déplacer. Mais vous, c'est un fonctionnement qui est tellement mondial, sur des périodes où les gens travaillent, en fait. Mhm. Donc, même s'ils avaient voulu te suivre et t'accompagner, c'était compliqué. Bah, c'est mission impossible, à moins de carrément se dire on arrête de travailler. Mais c'est ton staff, quoi. Mais ça, c'est important aussi de dire ça aux gens, je pense. En vrai, que les gens, ils peuvent pas. C'est pas parce que t'as un enfant qui est bon, qui gagne beaucoup d'argent, que tu peux arrêter de travailler, en fait. T'as pas le droit. Enfin, ton enfant, il te donnera pas d'argent. Notre système fait qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. On peut pas transférer des sommes d'argent comme ça. Donc, les parents, quand ils ont un enfant qui est bon, ils peuvent arrêter de travailler s'ils arrivent à se contenter de rien, entre guillemets. Mais s'ils ont d'autres enfants, ils doivent continuer de travailler. Ils sont obligés. Tu vois, et souvent les gens ils font un peu l'amalgame. Le gamin il est bon, il a l'argent, il a de l'argent, il a du. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, mes parents, ils étaient enseignants. Et il y a plein de gens qui disent ah, tes parents, ils viennent pas te voir en Australie. Non. Mes parents, au mois de janvier, ils ont des enfants dans leur classe. Ouais. Et ils travaillent parce que mes parents, j'ai des frères et sœurs. Il faut continuer d'assurer. Puis ils ont envie de vivre un peu mieux aussi. Voilà. Et pour eux, c'était important d'enseigner. C'était aussi, je pense, important de pas casser, entre guillemets, l'équilibre familial. Moi, je suis un enfant. Pas moi de faire vivre mes parents, en fait. Tu vois, quand tu changes trop le modèle familial, c'est pas ouf, tu vois. Moi, j'ai toujours eu envie que mes parents ils puissent me parler en étant hyper sincère, tu vois. Ouais, ce rapport à l'argent, dans ton sport, il a... Je voulais pas qu'il existe entre moi et mes parents. Enfin, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, par la force des choses, c'est toujours dur, hein. C'est pas évident, tu vois. Mais c'est clair que eux, ils ont fait un sacrifice. Eux, quand on est parti, ils ont sacrifié pour... Le mot, là, il est bien choisi. Moi, d'avoir fait ma carrière, c'était pas un sacrifice. C'était une aubaine. Et avec ta relation avec tes frères, parce que des fois, c'est ça aussi. Non, mais ça, c'était plutôt cool. Moi, j'étais un grand frère et un petit frère.
parce que j'ai une grande sœur, un petit frère. Je pouvais tout avoir, entre guillemets, c'est-à-dire le réconfort de ma grande sœur éventuellement. Et puis ce côté un peu paternel avec mon frère, tu vois, en mode on est ensemble, tu vois. Et non, ça c'était cool. Ça c'est cool, c'est toujours cool d'ailleurs. Ok. Ouais. Ouais. Après, on fait des erreurs, hein. On fait des erreurs. Moi, j'étais jeune, il y a plein de trucs. J'ai fait des erreurs avec certainement avec mes frères et sœurs. Je pense que eux seront en capacité vraiment d'en parler, peut-être, tu vois, des erreurs que moi j'ai faites. Parce que voilà, quand t'as tout et que ta famille, t'as envie de les gâter, t'as envie aussi de faire en sorte qu'ils soient bien et tout ça. Et puis, en fait, c'est pas toujours leur rendre service aussi. Donc, c'était dur, franchement. Tout au long de ma carrière, j'ai dû faire des choix, évidemment, pour le sport. Mais après, en termes de lifestyle et en termes de vie à proprement dit, j'ai fait. Voilà, on a des choix qui se posent à nous qui sont pas normaux. Ouais, l'argent t'amène à faire des choix. Ouais. Puis l'argent venu de là, c'est particulier l'argent venu de ta passion en fait. Ouais, c'est hyper bizarre parce que toi en plus t'as l'impression que t'es un imposteur parce que tu dis mais attends, je fais un truc que j'adore et ça me rapporte plus qu'un truc où les gens ils vont travailler très dur pour avoir pas grand chose. Tu vois? Enfin, en tout cas, ils vont faire un sport, un métier qu'ils aiment pas pour pas grand chose. Et toi, tu vas faire un métier que t'adores pour plein. Et donc ça, déjà rien que ça, c'est bizarre. Et qui t'apporte en plus pas seulement ton taf, ça t'apporte et des rencontres et des voyages et de la reconnaissance. C'est une folie comme ça te nourrit. Enfin, je veux dire, c'est le sport pour ça, honnêtement. Et c'est pour ça que c'est difficile quand t'arrêtes, parce qu'en fait, tu dois faire le deuil d'un truc qui est extraordinaire. Mais c'est vrai que voilà, ce deuil-là, faut clairement se dire tu ne vas pas le retrouver en fait. C'est mort. Il n'y a pas grand-chose qui va te faire vivre ça, à moins que tout d'un coup tu aies une nouvelle passion et que tu en fasses aussi ton métier, ou au moins le truc où tu arrives à en faire ton occupation principale, on va dire. Est-ce qu'à un moment donné, que ce soit via l'argent ou via la réussite, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es un peu perdu là-dedans? Oui, bien sûr. Oui. Non, mais carrément. Moi, j'ai entendu cette expression parce que, bien sûr, rien ne vient jamais de moi. J'ai tout appris, tu vois. Ça fera peut-être partie des trucs dans lesquels on parlera du fait de se dire qu'en fait, à la base, nous, on n'est rien, on apprend tout des autres, en fait. Et un jour, il y a un gars, il m'a dit, mais tu sais, c'est en montant dans l'arbre qu'on voit les fesses du singe, hein, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, le singe, il va monter, et plus il monte ses fesses, quoi. En gros, plus il se prostitue, tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, c'est qu'à un moment donné, tu sais plus qui t'es. Ouais, t'as senti ce moment d'ascension où tu te Ouais, perdais, ouais. quoi. Ah ouais, j'ai senti tu vois, où tu perds les repères. Où tout d'un coup, tu te dis, mais en fait, je suis en train de devenir qui, là? C'est quoi le fond du truc, quoi? Tu vois? En fait, moi, je suis pas ça, en fait. Moi, je suis ce que mes parents, ils ont mis autour de moi quand j'étais petit. Et la façon dont j'ai grandi. Voilà, moi, je suis tout ça. Mais il y a un moment donné, ça peut pas aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes des millions que tout d'un coup, t'es devenu quelqu'un d'autre. Faut que ça se fasse quand même. T'as le droit de devenir quelqu'un d'autre parce que c'est une évolution, mais faut que ça se fasse progressivement, tu vois. Et le truc, c'est que quand déjà ado, tu gagnes plus que tes parents réunis, quand tout d'un coup, vers la vingtaine, 21, 22, 23, tu commences à gagner des millions, c'est une folie. Ah, c'est fou. C'est une folie, c'est-à-dire que c'est pas raisonnable en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et donc tu commences à faire des trucs. Pas raisonnable. Pas raisonnable. Ouais. Logique. Et en vrai, moi j'ai eu la chance en fait d'avoir cette éducation, je pense, qui a fait que, voilà, de mon entourage. Hein. Et quand je dis mon entourage, je parle pas que de mes parents en fait. Je parle de mes parents, frères et sœurs, les potes, tes profs à l'école, tes trucs. Tout le monde joue un rôle pour moi, tu vois. Tout le monde joue un rôle. Et voilà, et franchement... et dans des moments clés... Dans les moments clés, ça m'a aidé, tu vois. Dans les moments clés, franchement, il y a des moments où je me suis retrouvé à la pêche avec mes potes et j'ai dit, ouais, c'est ça la vie. Ah ouais. Et c'est ça qui t'a ramené sur Terre? Toujours. Ça a toujours été des moments comme ça de vie, avec mes proches, avec ma famille, Noël, une naissance dans la famille, un truc, tu vois, où tu te dis, c'est ça le truc, tu vois. C'est là, les vrais frissons, ils sont là, en fait, tu vois. L'importance de l'entourage. l'entourage. Les vrais frissons, il est pas, je regarde mon compte en banque et je vois plusieurs zéros, tu vois. Ou tout d'un coup, ouais, la voiture, celle-là fait un peu plus de bruit. Le frisson, celui-là, il est hyper éphémère.
Alors que voilà, le reste, c'est for life, entre guillemets. Toi, tu peux dire parce que tu l'as testé, le côté éphémère Ouais, des trucs matériels, ouais, quoi. exactement. Ouais, donc dans tes ressources, il y a ça. Évidemment, l'entourage et la pêche, tu disais? Ouais, la pêche. La pêche! Ah, en vrai, moi j'allais à la pêche, c'est pas bien ce que je vais te dire, mais on allait au concours de pêche, c'est mon voisin qui m'a mis à ça, on allait au concours de pêche du village. Donc à l'époque, c'est une autre époque, hein. Je veux C'est pas être génial. jugé là-dessus parce que c'est une autre époque, tu vois. Les gens ils vont crier au scandale, tu vois. Et en réalité, il y avait des lâchers de truites dans les rivières. Ok. Donc t'avais l'association de pêche, tu veux, chaque année, à l'ouverture de la pêche, ils lâchent des poissons dans la rivière. Déjà, ils repeuplent un peu les rivières. Ils repeuplaient à l'époque. Ils le font toujours, certainement. Et en fait, les pêcheurs viennent et pêchent certains poissons, tu vois. Bref. Tu te demandes si tu dois vraiment la raconter là? Ouais, j'étais en train dans ma tête de me dire, je raconte de la merde, mais c'est vrai, j'y vais à fond, tu couperas ce qu'il faudra couper. Non, surtout pas. Ou pas. Et donc, du coup, on allait. À la fin, tout le monde venait avec le nombre de poissons qu'elle avait pêché et tout. Avec mes potes, on trichait un peu. On mettait du plomb dans les poissons pour que ce soit plus lourd. Oh my god. Oh, d'accord. Non, c'est pas bien, c'est pour ça que je dis. Mais j'étais insouciant. Des gamins, quoi. Bien Enfin, sûr. tu vois, on avait 5, 6, 7 ans, tu vois. Mais bon, bref. Et donc, ça nous faisait gagner des lots. Tu gagnais une place pour la chenille à la Pobouille. Tu sais, c'était la fête du village. Enfin bon, bref. Et franchement, ça valait le coup de se battre parce que le prix était pas mal, quoi. Ouais. Aucun regret. Non, mais tu sais, quand t'es jeune, t'as d'autres objectifs, hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'était ça les vrais objectifs. C'est ça. Ah, trop cool. Trop bien. Bah écoute, on a fait un petit tour, c'était trop bien. J'ai envie qu'on s'attarde de nouveau un petit peu sur la partie reconversion. Et là, j'ai une question pour toi de Véronique Barré, que tu as croisée aux Étoiles du Sport il y a à peu près 2 ans, et qui est une spécialiste justement dans la reconversion des sportifs. Vous aviez échangé un petit peu ensemble et du coup, elle avait une question pour toi. Bonjour Wilfried, ma question est la suivante. Quand as-tu commencé à mettre autre chose dans ta vie de sportif que le sport? Et plus précisément, quand et comment as-tu anticipé ta reconversion que tu as entamée, il me semble, avant la fin de carrière? Alors, si je la prends au mot, je dirais que quand est-ce que j'ai commencé à mettre quelque chose d'autre dans ma vie en dehors du tennis, je crois dès le début en fait. En fait, dès mon plus jeune âge, j'ai pas fait que du tennis. Déjà, je faisais plein de sports. J'adorais avec mes potes. J'aimais faire du vélo, j'aimais nager, j'aimais jouer au foot, j'aimais jouer au basket, j'aimais. Mes parents ils m'ont amené un peu au ski quand ils ont pu. J'aimais. En fait, déjà j'aimais toucher à tout. J'étais curieux. J'ai commencé à m'intéresser finalement au monde entrepreneurial aux alentours du milieu de ma carrière quand j'ai commencé à gagner des sous. Parce qu'en fait, bizarrement, aujourd'hui on vit dans un monde qui est parfois, et certains, comment dire, m'appuieront là-dessus, certainement parfois trop économique. Mais malheureusement, on est dans ce truc-là, et moi je me disais, je suis dans ce truc-là, c'est pas spécialement mon truc, mais déjà, faut que j'arrive à comprendre mon monde. Donc, pour comprendre mon monde, j'avais besoin aussi de comprendre comment marche une société, en fait. La société dans laquelle on vit, qui est remplie de sociétés qui font vivre les uns et les autres. Donc, pour moi, le monde entrepreneurial, déjà, c'était comprendre le monde et comprendre les gens autour de moi. Et donc ça, au milieu de ma carrière, j'ai commencé à... Truc tout bête, j'allais sur internet, je me disais c'est une société, c'est quoi? Une SARL, une SCI, une SA, enfin peu importe, tu vois, j'étais là, voilà, je me nourrissais de petits trucs comme ça, mais c'était pas grand chose, c'était des fois un truc par jour, mais sans le savoir en fait que ça allait déboucher peut-être sur quelque chose un jour, mais je voulais comprendre, des fois je lisais un livre, un journal ou quelque chose, il y a un mot que je comprenais pas, tiens je vais voir ce que c'est. Puis après ouais, j'ai commencé à comprendre, on me disait oui, j'entendais faut investir dans l'immobilier, le truc, j'étais là, de l'immobilier, c'est quoi? C'est des chaises, des canapés, tu vois, je comprenais pas trop. Et voilà, et puis après,
j'ai commencé à m'intéresser à ça en me disant ok. Puis après, je me disais, c'est quand même fou. L'immobilier, c'est vraiment, t'achètes un appartement, on te paye un loyer, ok, qui te rembourse un crédit, ok, très bien. Ah, mais si t'achètes un appartement qui est trop petit, bah, tu gagnes pas grand-chose en fait. Et puis, tu vois, et je me suis fait toute une petite réflexion, tout ça. Et puis un jour, je suis tombé sur des gens qui ont été en capacité de m'expliquer encore mieux, tu vois, et de m'apprendre plein de trucs. Et voilà, en gros, comment je suis rentré dans le monde entrepreneurial. C'était d'abord par l'immobilier, où j'ai rencontré justement mon associé d'aujourd'hui, qui lui était ancien joueur de tennis, qui a arrêté hyper tôt. Et bon, qui arrive avec des grosses bagnoles. Si tu veux, je te voyais arriver avec des grosses bagnoles, j'étais là, what? C'est quoi le truc? Explique-moi. Tu fais comment? Et puis voilà, il a été super cool parce qu'il m'a expliqué ce qu'il faisait, comment il le faisait. Et t'avais voilà, quel âge? et c'est comme ça que je suis rentré. Là, j'avais 27 ans. Ok, quand tu Ouais. commences à investir. Ouais. Et puis là, finalement, vous vous êtes associés, donc ça a été une relation. Ouais, après, il m'a aidé à faire 2-3 petits investissements pour garantir mon patrimoine. Parce qu'en tant que sportif, à l'époque, on n'avait pas de statut. Ouais. Tu vois, ma retraite, moi je comptais sur personne pour qu'on me la fasse. Hein, donc, Ah ouais, c'est ça, t'es pas salarié, donc t'as pas de retraite. ah bah non, pas Et ouais. salarié, pas de retraite. Donc moi, j'étais en mode comment je vais faire plus tard, comment je vais faire pour m'assurer que plus tard j'ai un minimum de revenus pour vivre. Je gagnais des sous, mais je me disais plus tard, du jour au lendemain, j'aurais plus de revenus. Et aujourd'hui, on est dans un monde d'imposition quand même, donc Ouais. demain, on va dire t'as gagné, on va prendre un chiffre rond, t'as gagné 100, tout d'un coup tu t'arrêtes, tu gagnes plus rien, bah les 100, l'année d'après, t'as 50, enfin t'as une partie d'impôt qui passe là-dedans, et puis après chaque année, en fonction du patrimoine que t'as, s'il est quand même important, bah chaque année ça fond, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé pour toi quand, au moment où tu décides d'arrêter et que tu t'imagines dans ta vie d'après, donc il y a de l'entrepreneuriat et il y a quoi d'autre? Parce qu'il y a peut-être du temps, du coup, qui arrive, du temps libre. Ouais, il y a du temps libre. Bah après, moi j'ai voulu fonder ma famille. C'était mon rêve, on va dire, ultime, d'avoir ma petite Smala. Et voilà. Et donc voilà, c'était aussi, pour moi, c'était une activité tout aussi importante que l'entrepreneuriat, entre guillemets, parce que quand mes enfants ils sont arrivés, parce que moi j'ai arrêté de jouer parce que mes enfants aussi ils sont arrivés. Ok. Et j'avais envie de m'en occuper, j'avais envie d'être là, j'avais envie d'être, tu vois, le papa qui amène quand même ses enfants à l'école, qui est quand même capable de leur faire à manger correctement, de les coucher le soir, de leur faire des câlins régulièrement, tu vois, j'avais envie d'être ça. Donc du coup, voilà, entre l'entrepreneuriat, la vie de famille et le truc, bah mon temps il est... Ça, c'est de nouveau rempli, Voilà, c'est rempli. mais d'autres choses, différemment. C'est ça, différemment. Et d'émotions aussi différentes. Parce que ça, nous, on a vécu des émotions dingues liées au sport, mais les émotions après liées à la famille, à la naissance d'enfants, où c'est aussi... c'est différent, mais c'est Bah, aussi un truc dingue. c'est juste différent. C'est encore une autre émotion Ouais, en fait. c'est ça. Et ce qui est cool avec les enfants, c'est que en fait j'ai découvert une nouvelle émotion que je connaissais pas. Genre j'avais l'impression, tu sais, tu fais une grosse carrière et tout, t'as voyagé partout, t'as l'impression que t'as tout vécu quand même. Je me disais, ça y est, j'ai tout vécu, je suis blasé et tout. Et tout d'un coup, bah, t'as ton petit gars qui arrive. Et je sais pas, j'ai l'impression que dans la vie, en fait, c'est bien calé pour que ça arrive à une période où voilà, fallait qu'il arrive ça pour que tu passes entre guillemets à autre chose parce que ce que tu faisais avant, ça commence à devenir redondant. Et tout d'un coup, bam, il t'arrive ça et c'est un nouveau truc. Faut que j'arrête de dire truc. Permanence, ça m'en fout. C'est éthique de langage, je peux rien faire. Ouais, moi, je fais que dire du coup, apparemment. Donc. Et du coup, mon enfant, quand il est né, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'allais vivre un amour que j'avais pour personne. Ok. À l'instant où... À l'instant où en fait il est arrivé, j'ai dit, waouh, en fait, ok, j'ai compris pas pourquoi mes parents me disaient, tu verras plus tard, tu comprendras pourquoi on est inquiet. Parce qu'en fait, l'amour que t'as pour ton enfant, il dépasse tout ce que, enfin, en tout cas pour ma part, il a dépassé l'amour que j'ai pour tout le reste. C'est-à-dire que, en fait, pour eux, c'est c'est un amour. En fait, je pensais pas que j'allais ressentir ça. C'est il saute, tu sautes. Il est mal, il a mal, t'as mal. Il est content, t'es content. Tu vois, enfin, c'est hyper bizarre, mais c'est un truc miroir comme ça où en fait, tout ce qu'il vit, tu le ressens. Et là, tu contrôles rien. Alors qu'en général, dans l'amour que t'avais avec les autres,
on a tous un certain pourcentage d'empathie et tout ça, mais pour eux, c'est vraiment au fond de moi. C'est-à-dire que je le veuille ou non, c'est incontrôlable le truc, tu vois. Et ça, c'est ouf. Et j'imagine que c'est encore pire pour une mère, donc voilà. Donc des fois, je me mets à la place de ma femme, qui des fois a des comportements où je dis, là, je chope pas tout. Mais bon, c'est qu'à mon avis, il y a un truc, tu vois, normal. Voilà. Ouais, tu comprends aussi. Ouais. C'est génial, t'as pu vraiment les voir évoluer. Et dans un même temps, t'as eu ce projet entrepreneurial qui a commencé à grandir. Il a fallu retrouver un équilibre vie pro, vie perso qui était de nouveau différent. Et comme dans ce que tu faisais dans le tennis, tu t'es engagé de nouveau à fond dans le projet entrepreneurial, puisqu'aujourd'hui, moi je découvre que tu as créé une académie de tennis, que tu en as créé une deuxième. Ouais, alors que plusieurs clubs de tennis, des centres de padel, une académie effectivement avec des jeunes qui sont en sport-études. Donc on a notre propre école aussi qui est agréée par l'éducation nationale. Et donc on a voilà, et puis on crée des événements, enfin on a des événements de sport, donc on fait de l'événementiel et tout, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un truc et qui créent un truc et c'est déjà fou. Et toi là tu crées. Je me régale et en vrai. Tu sais, comme un joueur de tennis souvent ou un joueur de handball et tout ça, c'est bien d'avoir plein de trucs dans sa poche, tu sais que tu peux sortir à n'importe quel moment. Et c'est vrai que dans le monde entrepreneurial, je trouve ça cool aussi de savoir, en tout cas d'avoir le couteau suisse, tu vois, de tout pouvoir faire. Voilà, et effectivement c'est beaucoup. Et en même temps, je me suis organisé pour séparer ma vie en fait, entre ma vie pro et ma vie professionnelle. Ma vie personnelle pardon et ma vie professionnelle. Puisqu'en fait j'ai ma vie professionnelle en France, donc je réinvestis en gros tout ce que j'ai gagné en carrière, entre guillemets, je le réinvestis sur le sol français, puisque tout mon business il est sur le sol français. Mais par contre ma vie personnelle, elle est toujours en Suisse, où je suis parti en fait il y a 15 ou 16 ans au départ. Et j'ai séparé vraiment les deux. Et voilà. Et franchement, ça me va bien comme ça. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, je suis à la maison. Et quand je suis au travail, je suis au travail. Et peut-être que de diversifier, c'était aussi une volonté pour pas te lasser. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est aussi, honnêtement, c'est aussi un peu inconscient dans le sens où je me suis dit, je vais faire plein de trucs et dans tout ce que je fais, peut-être il y a un truc qui va me plaire. Mais en fait, j'aime tout. Ah, c'est génial. Mais en fait, honnêtement, je prends du plaisir quand même dans ce que je fais aujourd'hui. Dans un peu tout, et justement, dans cette diversité-là, de te dire, ah ouais, putain, je kiffe ça. Peut-être que si je faisais que ça, au bout d'un moment, ça me saoulerait, mais vu que là, je peux jongler. C'est exactement ça, tu vois. Aujourd'hui, j'ai mon activité d'ancien joueur de tennis, par exemple, donc qui me permet peut-être de commenter Roland Garros pendant 2 semaines. Mais ça t'engage pas à être journaliste à l'année, quoi. Exactement. Mais au même titre, tu vois, tu viens faire un podcast, on se met dans un petit endroit dans mon club de tennis où en fait je peux faire mon podcast, et ça c'est lié quand même à ma notoriété, on va dire, peut-être. Peut-être. Du moins ma notoriété sportive. Ensuite, je peux me dire, je sais pas, dans l'événementiel, tu vois. On va organiser un concert par exemple dans nos tournois de tennis, on organise des concerts des fois le soir. Tiens, hop, je vais être en contact avec des artistes, avec des tu vois, je sais pas, un producteur, peu importe. C'est trop cool pour toi. Et en fait, je me nourris de tout, j'apprends plein de trucs. Alors des fois c'est un peu du gavage, hein. C'est genre, je fais du foie gras aussi un peu parce que j'en prends tellement que c'est dur. Mais franchement j'aime bien. Mais du coup moi ça m'amène à quelque chose. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement te parler, qui moi m'a parlé toute ma carrière, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, qui peut exister dans plein de domaines et à plein de moments, et qui peut même être ancré dans une identité. Non mais oui, le syndrome de l'imposteur, clairement. Et moi jusqu'à aujourd'hui en fait, je lutte avec ça en permanence. Quand je dis je lutte, pourquoi ? Parce que moi j'ai l'impression d'être un imposteur. J'ai toujours eu l'impression, déjà au tennis, j'ai l'impression d'être un imposteur, ne serait-ce que sur le terrain. Parce que j'ai été un joueur qui des fois, comme j'avais certaines lacunes, j'allais toujours dans le money time, et c'est pas que je mettais 6-2, 6-2 toujours à mes adversaires ou que j'étais vraiment au-dessus. Mais en fait,
je savais que moi, là où j'étais fort, c'était dans le money time. Genre, quand vraiment ça compte, là, quand je suis dos au mur, ça compte, là, je suis bon. Et donc, c'est vrai que régulièrement, je gagnais des matchs que je devais pas gagner. Où le joueur, il jouait mieux que moi. Franchement, sur la physionomie du match, le mec était meilleur que moi. Mais justement, dans ce petit moment important, là, paf, j'allais réussir, moi, à me sublimer, tu vois, juste à ce moment-là. Et ça suffisait finalement pour faire un peu la diff, alors que sur l'ensemble du match, franchement, des fois, je gagnais moins de points que mon adversaire, mais je gagnais le match, tu vois. Mais peut-être que t'étais moins bon. Donc comme j'appelle tu ça dis. une imposture. Quand tu gagnes moins de 50% des points et que tu gagnes, c'est pas juste, tu vois. Tu trouves? Bah oui, mais chez vous, ça peut pas exister, ça. Tu peux pas marquer moins de buts que les autres et gagner, tu vois. Bah chez nous, ça existe. C'est ça la force du tennis, c'est que c'est ouf. Bah, c'est que moi, je trouve il y a des pôles un peu, mais t'as la partie technique, où là, tu peux te dire j'ai été moins bon, machin. Mais il y a la partie stratégique, et il y a la partie mentale. Et des fois, tu peux être bon sur les deux, tu vois? Ouais, tout à fait. Mais en gros, ça venait que conforter quand même que j'étais un imposteur. Tu vois. Le mec, il sait pas jouer, mais il gagne quand même. Ça, c'est très fort. Ah ouais. Mais t'allais jusqu'à te dire non. Bah, franchement, j'ai pensé ça toute ma carrière. Toute ma carrière, je me disais. Mais c'est pas grave, j'avais confiance en moi quand même. Ouais, c'est ça le paradoxe là pour le coup. En fait, ça, c'est le paradoxe du truc. Ouais. C'est qu'en fait, je savais que j'étais un imposteur. Mais j'avais confiance dans cette imposture. Tu vois, je me disais, en Ça fait, marche. ouais, je suis moins fort, mais je vais quand même le battre. C'est génial. Et voilà. Et donc, et ça me suit partout. Et c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, aujourd'hui, je croise des gens qui font ça depuis le début de leur vie, entre guillemets. C'est ça. Et c'est vrai que des fois, je me sens pas à ma place. Parce que aussi, on me rappelle souvent que je suis un joueur de tennis, tu vois, genre je suis un sportif. Et que le sportif, lui, il n'a pas le droit de réfléchir, il n'a pas le droit de... Voilà, mais... Enfin, il n'a pas le droit. On va dire qu'il serait peut-être moins performant là-dedans, tu vois. Mais en réalité, malgré ce sentiment d'imposture un peu, je le fais quand même. Ouais. Puis on verra, tu sais quoi, l'audace. Mais c'est marrant ce que tu dis, j'avais jamais pensé ça comme ça. Je pense que ça ne touche peut-être même pas que les sportifs. Quand tu as excellé dans un domaine et que tu te mets à aller dans un autre domaine, les gens vont toujours avoir un... Ouais. Et il sera peut-être vraiment jamais aussi bon que ce qu'il a fait. Non, mais tu lui, vois. c'est un sportif. Ouais. Dommage. Ouais, il a l'air sympa, mais... il marche pas ouf. Mais non. Non, mais ça, c'est dans l'inconscient des gens, mais c'est parce qu'on fait croire aussi. Moi, j'aime bien donner des exemples. Parce que c'est vrai qu'on a un sport qui est le sport, on va dire, si c'est pas le sport mondial, c'est en tout cas chez nous, le sport national, c'est le football. Au foot, on a souvent caricaturé les joueurs, mais en réalité, il y en a beaucoup. Si on devait faire une moyenne, on va dire des gens même cultivés, il y a des joueurs de foot, on les mettrait tout en haut. C'est qui parle 5 langues? Ouais. C'est qui va s'intégrer dans une culture différente? C'est qui a le courage de partir de chez lui, loin, sans repère, sans rien? De se remettre en question tous il y les a jours. des gars, je vais donner un nom parce que c'est un nom souvent. Voilà, moi c'est des gars que je défendais parce que tu vois, un gars comme Ribéry, effectivement, il s'exprimait peut-être pas en français comme tout le monde aurait aimé qu'il s'exprime, avec un langage châtié, tu vois, truc de Jean-Paul de la Roumière, tout ça. Non, le gars, il parlait comme il parlait. Sauf que lui, il parle français, il parle italien, il parle allemand, il parle espagnol. Et ouais, tu vois. Donc il est peut-être pas si bête que ça, le gars. Et peut-être qu'il en a vu beaucoup plus que certaines personnes dans sa vie, tu vois, qu'une grande majorité, tu vois. Et il s'est inspiré d'encore plus de choses que les gens. Parce qu'il a fait ses voyages. Parce qu'il a dû se démerder tout seul. Parce qu'il était autonome à un moment donné. Parce que si, parce que ça, tu vois. Et moi, ça, je trouve ça cool. Et vous, dans le hand, vous connaissez. Encore plus dans le hand féminin, entre guillemets, où là, les joueuses, je les vois, elles sont balancées en Hongrie, en truc. C'est hyper dur, tu vois. Et ça, c'est une force. Ça, c'est une force. Et donc, moi, j'ai toujours été hyper admiratif, malgré tout, des sportifs, en fait, parce qu'ils ont quand même une capacité d'adaptation et une façon de faire qui est assez smart, en fait, tout le temps. Ouais, et les footeux, je crois qu'on les comprendra jamais. Il faut même pas essayer, en fait. Parce que qui joue
tous les week-ends devant 80 000 personnes, qui est en capacité de se faire critiquer à la moindre Mais seconde? qui a plus d'influence qu'un président alors qu'il a 22 ou 23 ans C'est qui? Personne. Personne qui subit cette pression monstrueuse, tout ça. Personne. Les mecs, pour moi, voilà, il y a des super-héros, tu vois ce que je veux dire? On dit que ça n'existe pas. Si, dans nos sociétés, on a des mecs, ils sont différents. Ils sont capables de tenir quelque chose que personne ne pourrait tenir. Tu Eux, pourrais ils même le pas tiennent. tenir la moitié, en fait. tu Même vois. pas la moitié, mais même pas un quart, Ouais. même pas. Les gens, parce qu'il y a le voisin qui gueule un peu, qui dit ouais, t'as fait ça, c'est pas bien. Ils se sentent pas bien. Le mec, c'est des millions de personnes qui pensent que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et tu qui vois. savent même pas ce qu'il a fait vraiment. En fait, c'est ça. Et ils savent pas. Et ça piou-piou et tout ça. Mais ces gars-là, super-héros. C'est comme ça. Moi, j'étais hyper admiratif, par exemple, des meilleurs joueurs dans mon sport. Pas parce que c'était les meilleurs au tennis, mais parce que ce qu'ils avaient à dealer autour, mais c'était malade. C'était malade. Le gars, il peut pas sortir sans qu'il y ait 200 personnes qui le suivent dans la rue. Il y a qui supporte ça, en fait? Dans le Tu monde vois. entier, quasiment. Tu vois, Voilà. la notoriété mondiale, elle est folle. T'es tranquille nulle part, quoi. Exactement. Et l'argent, ça fait rien. L'argent, ça fait quoi? L'argent, ça te rajoute les problèmes. Ça te fait le plaisir, si tu veux. Ça te fait le confort matériel. Mais en réalité, ça te rajoute surtout une charge mentale de fou. Demain, t'as 23 ans, t'es censé être adulte, t'as l'argent sur tes comptes. Enfin, moi, j'étais un peu livré à moi-même. Mes parents, ils ont jamais géré autant d'argent. Je fais quoi? Je fais confiance à qui? Je le laisse à la banque, ils me prennent l'argent. Ils Ouais. m'en prennent tout le temps, boum, 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 boum. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, mais je fais quoi en fait? À qui Ouais. je peux faire confiance? C'est hyper dur. Donc moi, tous ces mecs, voilà, pour l'avoir vécu, entre guillemets, moi je dis, faut respecter. Faut respecter. Ils seront pas parfaits. Enfin, voilà, tout le monde se comporte pas de la meilleure des manières. Il y a personne qui est parfait. Mais des fois, faut pas pousser le bouchon, tu vois. Faut respecter un peu. Petit coup de gueule. Paf! Ouais, j'aime bien ce truc un peu de famille du sport, tu vois. Ouais. Je rencontre quelqu'un, oui, sur le cas Mbappé, qui dit ouais, il est parti là, il avait des jours de repos, il est parti là, ouais, il aurait dû quoi? Qui es-tu, toi, pour dire il aurait dû se reposer de... On sait pas, tu sais pas. Et quand bien même tu saurais, tu t'efforces de ne pas juger déjà, encore une fois, ton voisin quand il fait quelque chose. Comment là juger quelqu'un que tu ne connais pas, sur des circonstances que tu ne connais pas, d'un contexte où on va te sortir du contexte quelque chose? Non, mais c'est une folie. C'est impossible. C'est une folie, c'est une folie. Et puis, quand on parle, parce que pour l'avoir vécu, tu parles, tu fais une interview d'1 heure, ils prennent une phrase, ils la sortent du contexte, et ils te font une histoire autour, et ils te font passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Clairement, parce que ça, ils peuvent pas le savoir qui t'es, puisque eux-mêmes savent pas qui t'es. Et c'est pas tes amis, ou c'est pas, tu vois, ils savent pas qui t'es. C'est pas ta famille, c'est pas tes amis, c'est pas truc, et puis ils racontent une histoire sur toi. Et puis, donc ils influencent, si tu veux, la population, tu vois, par des trucs qui sont du pur... voilà, c'est une invention de leur part, tu vois. Mais en réalité, voilà, après chacun est à même de juger des situations, quand bien même t'as tous les faits, quoi. Quand tu sais pas, quoi. Ouais. Et c'est peut-être mieux de te taire, du coup, C'est peut-être mieux de la fermer. finalement. Et du coup, une dernière question pour clôturer ce podcast. Est-ce que tu aurais envie de remercier une personne pour l'impact qu'elle a eu dans ta vie, ou ça peut être plusieurs? Non, ça c'est trop dur aussi. Il y a trop de gens, tu vois, qui comptent. Enfin, tous les gens comptent en fait sur ton chemin, quoi. Même les gens qui t'ont mis un peu des bâtons dans les roues, ils comptent, parce que s'ils n'avaient pas été là, peut-être t'aurais pas eu cette force à un moment donné pour rebondir ou pour, tu vois. Donc je crois que tout le monde compte, tout le monde est important. Voilà, si je devais remercier quelqu'un aujourd'hui à l'instant T, bah ce serait peut-être ma femme, parce qu'elle me supporte déjà. Ça c'est fort. Big up à elle. C'est big up à elle. Non, mais en réalité, ouais, ouais, mon entourage, quoi. Tu vois, c'est difficile d'isoler les personnes. Voilà, mes parents forcément en tête de liste aussi, parce qu'ils ont fait. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis heureux, donc je crois qu'ils ont fait le taf. Et puis voilà. Trop cool. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était très cool. Merci depuis notre rencontre jusqu'à maintenant, et j'espère dans le futur. Merci pour ta simplicité, ta bienveillance. Merci à toi.
Bah écoute, pour moi c'est un Merci, plaisir aussi de découvrir tes installations, donc j'espère que tu vas continuer à kiffer et à garder ce bel entourage autour de toi qui te sublime aussi. Et je remercie toujours les mêmes QG Prod et Eto pour la musique. Et pareil, si vous avez des idées d'invités pour la suite, je vous laisse me dire. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines et salut Joe. Salut Manon.